Voilà, ça y est, ils ont eu leur crack, ils sont contents. Ils sont contents, les vendeurs de peur, ils ont eu leur crack. Par contre, pour expliquer pourquoi et comment ça s'est passé, là, il n'y a plus grand monde. On va tâcher de faire une vidéo aujourd'hui qui sera éducative tout en étant un hebdo. Et je vais tâcher de vous expliquer d'où vient ce crack, comment il a été construit et qu'est-ce qu'il faut en retenir et qu'est-ce qui va vous permettre de voir le futur dans les marchés pour essayer de comprendre si le marché part à la baisse de manière importante ou pas. Voilà, ce sera tout le sujet de cet hebdo, le 54e épisode. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle. On va même prendre le contrôle. On va prendre le contrôle des marchés. On va prendre le contrôle du timing des marchés. Quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça baisse, quand est-ce que ça va se retourner. Et à vrai dire, aujourd'hui, on a vécu un moment qui, pour moi, est un moment de retournement de marché. Alors peut-être pas très long terme, mais en tout cas qui est un moment qui va modifier pas mal de choses sur les marchés financiers. Et j'ai pris la décision, une décision un peu particulière, c'est de vous refaire un hebdo en plein été, alors que bon, généralement c'est là où je fais une pause, mais j'en fais un spécifique et j'ai pris la décision de vous le faire sous une forme d'histoire. Une histoire de quelqu'un qui vit des éléments divers et variés, qui à un moment donné prend une décision qui est assez radicale, mais je vais vous l'expliquer heure après heure comment j'ai fait. Comment j'ai transmis à tous mes abonnés la chose au moment qui me paraissait le plus opportun. Et il se trouve que c'était plutôt une bonne décision, mais c'est peut-être même pas ça qu'il faut retenir de la vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est tout le mécanisme que j'ai mis en place pour pouvoir prendre une décision difficile et aussi vous aurez, et ça ce sera ce qui fait que les gens iront jusqu'au bout de la vidéo, mais vous aurez aussi tout le mécanisme qui va vous permettre de voir dans le futur, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, de voir quels éléments il faut regarder pour pouvoir voir si les marchés continueront à baisser ou si ce sera invalidé et qu'on aura de nouveau des jambes haussières dans le futur, ce qui n'est pas mon avis à l'instant T, mais vous aurez toute la recette qui vous permettra de comprendre beaucoup de choses sur l'imbrication macro marché, et c'est ça qui est important, c'est comment ils se connectent et comment le marché fonctionne par rapport à la macroéconomie. C'est vraiment une vidéo que je n'ai jamais vue sur YouTube. Je pense que personne n'a fait un contenu comme ça, et au-delà de comment je l'ai fait et comment j'ai agi, vous avez vraiment toute une recette qui vous permettra vraiment de reprendre le contrôle des marchés. Et c'est tout l'intérêt de cette chaîne. J'espère que vous apprécierez ce contenu. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces et des likes en fonction de votre ressenti. Ça permettra à l'algorithme de faire remonter la vidéo dans les préférences YouTube. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous mets ici le graphe du portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille long terme, qui, comme vous le voyez, est résistant à tout. Il résiste à tout. Pourquoi il résiste à tout? Parce que voilà, c'est animé par un professionnel qui fait des erreurs, hein, je me trompe, hein, mais qui globalement fait que les gens apprécient. Et je vais vous faire la réflexion juste d'une personne qui m'avait envoyé un petit message privé, qui m'a remercié et qui vous transmet ce message que je trouvais assez intéressant à dire. C'est combien vous avez perdu sur le lundi là? Combien vous avez perdu en une journée? Donc regardez bien le coût de l'abonnement et réfléchissez bien à 2 fois avant de dire que c'est trop cher. Allez, je ne vous fais plus attendre, on attaque tout de suite avec cette histoire boursière qui vous permettra de prendre des bonnes décisions dans le futur, en tout cas je l'espère pour vous. Allez, je vais commencer par le chiffre de vendredi, hein, de mardi 30 juillet, où on a le rapport Jols qui nous alerte sur l'idée qu'il ne se passe rien. Et ça peut vous faire rire, mais ça peut aussi, c'est ce qui crée une psychologie aussi des marchés par rapport à ça. Les offres d'emploi sont bonnes et restent bonnes, sont même un peu supérieures à ce qui était prévu. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Et on est en train de conditionner les choses pour créer la surprise d'autant plus. Parce que si le rapport Jols avait donné des chiffres en baisse fortement, je pense pas que le marché aurait agi aussi violemment qu'il l'a fait dans le futur, puisque il se trouve que c'est plutôt rassurant. On a une économie costaud, tout va bien, les chiffres qui sortent après sont plutôt bons.
Et pour information, je vous ai mis que les statistiques américaines parce qu'on va les creuser sur les statistiques et vous allez voir qu'on va aller un peu plus loin que d'habitude sur le sujet. Et je voulais dire qu'à travers ce rapport Josse du mardi, on se retrouve dans les conditions idéales pour faire péter les marchés comme il sait le faire parfois quand ça devient violent. Et c'est pour ça qu'il faut être toujours en alerte sur chaque chose, il faut savoir quoi regarder. Et il se trouve que le rapport Josse est vraiment très important. Donc moi je suis pas très en alerte, je sais que le marché baisse, mais de mon côté, j'ai des positions, je suis très investi sur le marché et je ne vois rien pointer à moi. Les marchés montent sur mes classes d'actifs, J'ai vu beaucoup de gens critiquer ce que je disais sur Twitter cette semaine. Alors, ils sont très gentils, mais c'est des gens qui me connaissent même pas, ils savent même pas ce que je fais. Vous savez que je suis sur le marché européen, je suis sur la globalité du marché européen, je suis très peu sur le marché français, je suis pas du tout présent sur le marché américain. Donc moi, les baisses du marché français que vous connaissez, que vous avez peut-être tous subies, on les a pas subies nous de notre côté, et sur le marché américain, on les a encore moins subies puisque c'est pas du tout le cadre de ce que l'on fait. Et je peux vous certifier que sur les mid-small européennes, il y a des choses magnifiques qui se faisaient encore à ce moment-là, et on était très largement bénéficiaires. J'ai souvenir, tiens, Maxime, petit bonjour, Maxime qui m'avait envoyé un petit message, merci pour le plus 10% sur le mois de juillet. Bon, tout le monde n'a peut-être pas fait plus 10, mais en tout cas lui il l'a fait, c'était pour son premier mois, il était super content et j'en suis très heureux pour lui. Et puis en plus il a quitté le marché au 1er août, parti en vacances, et il a eu tout bon. Alors, on enchaîne tout de suite avec ce qui s'est passé le mercredi, qui est un peu, je dirais, on est en train d'allumer la flamme sans s'en rendre compte. On est en train d'allumer la flamme puisque le mercredi, on a quoi? On a Powell qui décide de ne pas baisser les taux, ce qui est absolument logique. Tout va bien. Les chiffres, il n'y a aucun chiffre spécialement problématique. On a juste l'ADP qui commence à dire à pencher la tête, mais comme l'ADP est quelque chose, et là aussi ça influence la psychologie, les créations d'emplois non agricoles, il est baissier, il est assez fortement inférieur à ce qui se dit, mais le marché réagit pas particulièrement, enfin réagit un petit peu, mais pas. Enfin, je trouve que c'est pas. Et puis on peut pas faire confiance dans l'ADP. Mais Powell dit voilà, je vais voir ça en septembre pour baisser les taux. On va faire un petit point sur les taux rapidement. Les taux, que je vous le dise, j'ai fait une émission où j'avais dit est-ce que c'est pas la hausse de trop quand il avait fini sa hausse et que je disais mais il faut qu'il arrête d'augmenter les taux. On devait être à 5. Et je disais non, il faut qu'il s'arrête, et il s'arrêtait pas. Mais ça c'est toujours les banques centrales, elles font toujours le pas en trop pour aller se jeter dans la piscine, sauf qu'ils sont en costume et que c'est pas terrible de nager avec un costume et des chaussures de ville. Et cette émission-là, je l'avais faite volontairement, où je crois que je l'avais appelée erreur fatale. Vous irez voir dans les vidéos, c'est dans les hebdos, vous verrez, je l'ai faite, moi je trouvais que c'était trop tôt, et enfin c'était trop, et maintenant je pourrais vous dire, j'ai pas trop dit ça. Par contre, j'ai pas dit. J'ai trouvé que c'est une hausse de trop, mais par contre, ce que j'ai pas dit, ce que j'aurais pu aussi vous dire, c'est haut trop longtemps. C'est haut trop longtemps. Ils auraient pu faire un effort de baisser d'un quart de point, d'un demi-point. Pourquoi pas retomber à 5 ? T'enlèves un demi-point là, et puis t'en enlèves un autre un peu plus tard. Mais ils sont tellement obsédés par l'inflation qui n'existe plus. Enfin, c'est cette chaîne, on a toujours dit, mais l'inflation, ça n'existe plus. À 3%, on peut pas dire que ce soit l'inflation catastrophique. Mais ils sont tellement obsédés par l'idée de casser l'inflation qu'ils ont gardé ces taux d'intérêt très élevés. Alors, cette inflation, aux États-Unis notamment, elle est due à la suractivité américaine, suractivité due à des investissements très forts, ce qui est donc une bonne suractivité due à une loi qui s'appelle la loi IRA. Donc c'est de la politique qui a fait ça. Et Powell a subi les conséquences de la politique de Biden, qui a été ouvrir les vannes et offrir tout aux gens, pas de fiscalité sur beaucoup d'investissements. En gros, c'est ça la loi IRA, et qui a rapatrié énormément d'industries sur le marché américain. Ce qui est une bonne chose, entre guillemets, quand on sait qu'ils sont anti-chinois et qu'ils veulent se battre contre la Chine et faire que la Chine ne domine pas le monde au niveau industriel. Ça, c'est la première chose. Donc, on a Powell qui dit non, moi, j'ai pas de stats. Et donc, on est en train de conditionner toutes les choses, parce que tout se passe le jeudi. On est le mercredi, tout se passe le jeudi, et le mercredi va se passer le grand décrochage. On va regarder ça tout de suite, mais on va voir quelle stat, parce qu'à vrai dire, c'est pas une stat classique, c'est une stat qui est pas très habituelle. C'est une stat qui est classée 2 étoiles dans l'application. Je regarde, il y a plein d'applications, vous verrez, il y a des petits taureaux, des petites étoiles. Nous, c'est des étoiles. Mais 3 taureaux, c'est super, 2 taureaux, c'est moyen, et 1 taureau, c'est pas très intéressant. Et là, c'est une stat 2 taureaux. Donc 2 taureaux, 2 étoiles, qui est intermédiaire, qui est moyenne, mais c'est elle qui déclenche tout. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Donc c'est jeudi, et à vrai dire, tout ce qui
Tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a des statistiques précédentes qui annoncent rien de particulier. Regardez bien, vous avez les bénéficiaires des allocations chômage, c'est en légère hausse, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas très grave. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, ça c'est la stat hebdomadaire qu'il faudra qu'on regarde dans le futur, monte plus fort. Donc elle commence à dire, ça monte un peu, mais c'est pas flagrant. Enfin, c'est une hausse plutôt modérée. J'ai jamais dit que ça c'était un chiffre important. Bon, c'est un peu au-dessus de ce qui était prévu, mais c'est pas, non, voilà, 13 000 de plus. À l'échelle du continent américain, c'est pas très grave hein, entre nous. Il est 14h30, mais à 16h, qu'est-ce qui se passe? On a l'ISM manufacturier qui tombe, et c'est la stat qu'on regarde, c'est toujours celle-ci avec 3 étoiles. Hein. Vous avez compris maintenant comment ça marche. C'est l'indice PMI de l'ISM, c'est la partie manufacturière. Qu'est-ce qui lui arrive? Lui, il a 48,5, donc c'est pas terrible, puisque le niveau de flottaison, c'est 50. Et on annonce 48,8, en gros stable, et il décroche de 2 points quand même. 46,8. C'est un niveau très bas. C'est un niveau très bas qu'il n'a pas eu depuis très longtemps. Donc ça, c'est une mauvaise stat. Mais c'est pas ça qui... Alors, c'est pas bon, mais c'est pas ça qui va faire décrocher les marchés. Ce qui va faire décrocher les marchés, c'est cette stat qui est juste au-dessus, qui est 2 étoiles, hein, qui est pas, donc, que je commande très peu, et qui est la partie emploi de l'ISM. Je rappelle que l'indice PMI de l'ISM, c'est des anticipations. Donc on est en anticipation. Et qu'est-ce qu'ils anticipent, nos gens qui font cette statistique-là? C'était donc, on était en 49, donc emploi légèrement modérément en dessous, petite récession nette sans gravité, et on prévoyait un 49, donc on prévoyait, voilà, ça ralentit tranquillement. Et là, décrochage. Gros décrochage ici, c'est de l'anticipation. Je casse tout de suite l'idée de gens qui ont été racontés, non, les chiffres, on s'en fout, c'est pas grave, ça va remonter. Alors, ça va peut-être remonter, hein, j'ai peut-être tort. Et sur tout ce que je vous raconte, je peux avoir tort. Oui, il y a eu un ouragan au Texas, machin. Alors, le Texas, déjà, c'est que un État. C'est pas les 50 États américains, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'ouragan en question, moi je veux bien, mais c'est une anticipation là dont on parle. C'est pas des chiffres spot, c'est pas des chiffres qui tombent comme ça. C'est des anticipations. Les anticipations sont extrêmement négatives. On est très éloigné du niveau 50 qui est le niveau de flottaison. Là on coule clairement. Donc on anticipe une forte baisse de l'activité d'emploi, donc du non-emploi, voire des licenciements peut-être, hein, mais pour l'instant du non-emploi, on va dire ça comme ça. Ça va provoquer des soucis à un moment donné sur certains éléments macroéconomiques, mais on reviendra dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir tout de suite sur le Nasdaq, puisque je trouve qu'il est assez expressif. On va aller voir sur le Nasdaq ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, donc on se retrouve sur le Nasdaq, et on est donc, on dit bien, le premier, et il est 16h. Bloom. Blum, 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 blum. Et ça, c'est la catastrophe qui arrive derrière. Donc, on est autour de 19 600, et je dirais en une après-midi, on se retrouve à peu près 3% plus bas, et c'est pas terrible. Et ce qui est surtout pas terrible, c'est qu'il n'y a pas du tout de rebond. Pas du tout de rebond ici, jusqu'à la fin de séance, et ça nous fait une bougie. Alors là, on est en horaire, hein, c'est des bougies horaires, donc en une journée, là, tout ça, vous devinez bien ce que ça fait. Ça fait une grosse bougie de décrochage non négligeable, alors qu'on était déjà en train de baisser depuis un certain temps sur les marchés américains. Voilà pour la première étape de ce qui s'est passé. On va revenir sur le graphique. Tiens, je vais vous faire voir le graphique de l'ISM. Vous allez voir que ce chiffre 43, c'est un vieux chiffre qui n'a jamais été vu depuis un sacré bout de temps. Allez, on va regarder ça tout de suite. Donc voilà le chiffre. Alors, le chiffre est ici, hein, 43. Et si vous regardez le petit trait bleu, vous voyez que ce petit trait bleu, hormis la crise de 2020, et il faut aller chercher super loin. Je suis en 2010 ici, et j'ai toujours rien. On va aller voir jusqu'en 2000. Je me remets ici, et nous sommes jusqu'en 2000, et on a enfin des chiffres qui se trouvent ici en 2003, enfin voilà, début du siècle. Donc ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu un chiffre aussi mauvais, hormis les crises importantes que sont celles du Covid, et puis aussi en 2009, hein, c'est 2009 ça, hein, c'est l'effondrement de 2009, c'est 2008-2009. Donc voilà, ça c'est un chiffre qui peut faire peur. Alors si ça rebondit, tout va bien. Moi, je suis pas hyper convaincu qu'il rebondisse, c'est pas impossible qu'on décroche un peu plus, et là ça va créer une panique sur les marchés. À mon avis, hein, ça peut créer une panique sur les marchés. Quand est-ce qu'elle arrivera? Je vais vous dire, la stat qui reviendra sur le fameux ISM partie emploi, c'est le 1er septembre. Généralement, le 1er septembre, faut pas avoir de mauvaises nouvelles. C'est un mois que je déteste. Et on rentrera de vacances, et je peux vous certifier que ça risque d'être chaud les marrons sur le sujet. Voilà pour cette partie-ci, mais on va enchaîner avec la suite des événements qui se sont passés le vendredi, puisque c'est la stat la plus importante, c'est la stat du NFP. Donc voilà, on arrive sur vendredi. Le vendredi, qu'est-ce qui se passe? On a le NFP qui tombe, il est ici, et qu'est-ce qu'il dit? Alors que généralement, il suit le rapport Jolts. On se retrouve dans une situation où, à 14h30,
on a une annonce qui dit « je m'effondre ». Enfin, je m'effondre. Oui, si, je m'effondre. Regardez bien, 179 000 de création d'emplois. Donc là, c'est les créations d'emplois, contrairement au JOLS qui est les offres d'emploi. Mais il n'y a pas de gens qui prennent des offres d'emploi, visiblement, puisque on tombe à 114 000 de création et on se retrouve, alors qu'on prévoyait 176, c'est-à-dire qu'on prévoyait rien de particulier. Donc décrochage là aussi sur les offres d'emploi. On peut aller voir vite fait le graphique là aussi pour être plus expressif. Vous allez voir qu'on est à un niveau très bas. Donc là, je suis un peu obligé de vous mettre les chiffres sans ce qui s'est passé pendant le Covid, parce que c'est un gros pif-paf qui fait que le graphe est illisible. Mais ce qui est intéressant, c'est cette régularisation, je dirais, de la situation. Et on était bien dans une économie américaine puissante, hein, avec 200 000 emplois, qu'on était au plus bas, 180, 200 000 emplois de création tous les mois, et on montait dans les moments un peu plus forts à 350 max. Et ça faisait un sacré bout de temps que ça durait depuis plus d'un an, quoi. Et là, on est en train de tomber en dessous, puisqu'on tombe à 114. Donc on casse cette tendance à créer entre 200 et 300 000 emplois. On vient de la casser à la baisse de manière très forte. Et ça veut dire que nous allons partir dans une récession modérée. Pour moi, c'est mon avis, mais on peut, vous savez, on peut avoir un truc tout bête, et je vais vous parler d'un phénomène que peu de gens en parlent, mais ça s'appelle l'effet papillon, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit souci à un endroit qui provoque en cascade plein de choses. On est tendu au niveau des dettes, on est tendu sur pas mal de choses, notamment le crédit aux particuliers, et ça posait pas de problème. Et c'est pour ça que je défendais l'idée que c'est l'emploi qui fera tout. Parce que si vous avez des gens qui travaillent, ils sont solvables. S'ils sont solvables, on peut faire du crédit. C'est pas un souci. Alors les États-Unis, c'est extrapolé de manière incroyable avec des cartes de crédit partout. S'ils peuvent plus payer, ça va être gênant. Ça va être très gênant. Et on peut se retrouver avec un début de crisounette. Je fais exprès de dire crisounette parce que faut pas toujours avoir peur comme ça, mais un début de crise financière, de crisounette financière. C'est pas 2008, hein. 2008 c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé, mais l'effet papillon peut se lancer et faire qu'il y a une catastrophe derrière. Pourquoi ? Parce que tu déclenches une crisounette sur le crédit, et puis tu as un organisme de crédit qui font les plombs, puis tu te rends compte qu'il avait des actifs un peu bizarres, qui influencent un autre truc, et puis ça va sur une autre chose, et à un moment donné, boum, tu as une banque importante qui se casse la figure. Exemple, Lehman Brothers, un peu plus compliqué ce qui s'est passé sur Lehman Brothers, puis c'était la valorisation des actifs immobiliers qui était un problème. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas avoir une crise aussi grave aux États-Unis parce que la valorisation des actifs immobiliers est déjà fortement baissée et on a déjà eu des cadavres tombés. Donc si ça tombe les uns après les autres, au fur et à mesure du temps, c'est pas très gênant. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc je pense pas qu'il y aura un grand mouvement d'une grande crise financière derrière parce que on a déjà épuré pas mal les choses, notamment au niveau de l'immobilier, même si on sait très bien, j'ai des connaissances qui m'ont dit qu'aux États-Unis, ils arrivent dans des centres-villes qui sont complètement morts, où il n'y a plus rien parce que tous les bureaux sont vides, il n'y a plus personne qui travaille dans les bureaux. Bon, c'est fait. C'est fait. Alors, est-ce que il n'y a pas des gens qui sont tenus à bout de bras et qui ne sont pas encore tombés ? C'est possible. Est-ce qu'on va avoir un truc aussi généralisé que la crise de 2008 ? Moi, je suis assez douteux. C'est mon avis, hein, j'ai peut-être tort. Hein. Et puis si j'ai tort, ne m'en veuillez pas parce que sincèrement, celui qui se prétend savoir aujourd'hui de ce qui va se passer après, voilà, ça j'en sais rien. Moi, je suis plutôt positiviste. C'est plutôt une chaîne positiviste ici où on n'est pas non plus dupe de ce qui se passe. Mais ce qui est super important, c'est que vous preniez en compte, que vous compreniez ce qui se passe et que les événements qui peuvent se passer dans le futur vont s'imbriquer les uns dans les autres. Et le chômage, lui, provoque éventuellement des problèmes sur le crédit, sur les remboursements de maison, etc. Et provoquera peut-être des problématiques sur la partie financière des actifs. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on est sur un ralentissement économique où on était tellement fort aux États-Unis qu'on est sur un plateau, ça descend peut-être légèrement, donc tu montes et tu baisses légèrement, c'est pas une catastrophe, mais c'est ça crée des petits mouvements de panique. Les marchés sont très hauts, sont très très hauts, sont valorisés assez cher, donc tout est réuni. Parce que qu'est-ce qui nous intéresse ? Nous, c'est pas de savoir si la macroéconomie américaine est ceci ou cela, c'est la réaction des marchés par rapport à ça. Et la réaction des marchés a été violente. Je vous le dis quand même. La réaction qu'il y a eu sur l'ISM, elle a eu immédiatement à 16h. Et j'ai, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai tous les éléments macroéconomiques que je surveille, tout ce que je surveille, tous les indices que je surveille, et Dieu sait que je ne surveille pas le CAC 40.
Je surveille beaucoup de choses et pas que le DAX, etc. Je surveille beaucoup de choses et j'ai tout qui, dans l'heure finale, puisqu'on a la stat à 16h, donc on clôture la plupart des marchés européens à 17h30, il y en a quelques-uns à 16h30, j'ai tous les indicateurs sur toutes les places de marché européennes qui commencent à décrocher sur une heure. Donc c'est un mouvement d'une heure qui me fait dire alerte. Là, je me mets en chien de faïence et je bouge plus. Là, je fais oula, qu'est-ce qui se passe? Alors heureusement, ça décroche à la dernière heure, parce que j'ai le temps de réfléchir. Il se trouve que ce soir-là, je vais voir les Jeux Olympiques avec des amis, enfin bref, barbecue, compagnie, je passe une super soirée, je rentre et je suis très détendu par rapport à ça. Mais vous savez bien, j'ai un service d'abonnés, j'ai des gens qui sont derrière moi, qui ont de l'argent investi, on est très investi sur le portefeuille, j'imagine qu'ils le sont aussi. Et je rentre et la dernière chose que je fais avant de me coucher, c'est je vais voir tous les marchés, voir les marchés américains, comment ils ont réagi, ils sont tous à la baisse très fort, puisque vous avez vu l'accélération qui s'est passée. Résultat des courses, je me dis, bon, nuit porte conseil, je me couche. C'est super intéressant ce que je vous raconte, parce que c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je travaille. Et c'est peut-être comme ça qu'il faudra peut-être que vous réfléchissiez dans le futur. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain matin? Le lendemain matin, je me lève très tôt, je revérifie tout, je lis ce qui s'est passé, je vois que le Japon va pas bien. Bon, bref, je suis modéré, mais l'Asie décroche. Je me dis, bon, on sort. On sort parce que la réaction par rapport à cette stat qui est vraiment mauvaise, qui est pas importante, qui est pas la plus importante, et là, elle fait décrocher les marchés. J'ai le Japon, j'ai le Nikkei japonais qui décroche. Enfin bref, j'ai tous les éléments européens qui me disent on décroche. Je regarde les futurs, alors CAC 40, les futurs qui sont ouverts, hein, Italie, Allemagne, France. Je crois que c'est tout. Je dois aller voir l'Angleterre aussi à ce moment-là. Et je vois que tout décroche. Que tout est en train de décrocher. Donc, on va créer un gap d'ouverture. Un gap que je ne vois pas être bouché. Hein. Sincèrement, je pense qu'il ne va pas être bouché à ce moment-là. Je me dis, bon, allez, il faut trancher dans le vif. Et là, l'expérience, c'est une expérience. Retenez-la, cette expérience. Cette expérience, c'est de me dire, j'ai toujours regretté de couper à demi-mesure. Donc, je prends la décision de sortir extrêmement violemment des marchés. Je prends mon micro pour parler à mes abonnés et je leur dis barrez-vous. Et donc c'est vendredi matin à peu près à 8h45, je leur dis là faut vendre massivement. Je crois que les termes utilisés sont ça. N'hésitez pas à le mettre, hein, les abonnés, c'est les mots que j'ai utilisés. Mais j'espère que je pense que ça a marqué les gens parce que ils savent que je suis quelqu'un de très positif et qu'il faut pas s'inquiéter de ceci, il faut pas s'inquiéter de cela. Et la première réaction qu'il y a eu un abonné qui m'envoie un message, il me dit Richard, je comprends pas, ça a pris que -1 sur le portefeuille hier, tout va bien quoi. Je dis non. Barre-toi. Et on a bien fait. On a bien fait puisque tout est parti à la baisse très très fortement ce vendredi. Et c'est parti fortement ce vendredi à la baisse alors que j'aurais pas dû vendre de manière volumique parce que j'avais le NFP qui me disait t'as une chance de te rattraper et t'avais le rapport Jols, vous voyez, tout se rejoint, le rapport Jols du lundi je crois ou mardi qui était plutôt bon et il y avait que cette petite stat là qui me gênait, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai senti que le marché avait décrété qu'il allait tout déglinguer. Et j'ai préféré tout vendre par peur. L'idée de ça, c'est quoi? On a des marchés très hauts, on est début août. Ça, c'est très important, on est début août. Et début août, j'ai rien en face et je peux avoir des décrochages très violents. Là aussi, c'est l'expérience qui parle. Je suis désolé, hein. C'est un ensemble de choses qui me fait dire, ça va décrocher très fort. Et donc, je suis catégorique à ce moment-là en me disant on verra si le NFP est positif et si le NFP est positif, eh bien on aura eu tort et puis on verra bien, on retrouvera des opportunités plus tard. De toute façon, le mois d'août, c'est pas bête de vendre. Donc je me fais une bonne raison et la décision est prise. Et il faut prendre sa décision et il faut l'assumer. Et assumer sa décision, c'est extrêmement compliqué parce que, en plus, quand vous avez des abonnés, je vous cache pas que la pression, elle est là. Et je vous remercie tous les messages de soutien que j'ai eu de la part des abonnés parce qu'ils m'ont félicité parce que c'était la bonne décision à prendre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ils comprennent que j'ai une pression par rapport à ça parce que il y a quand même pas mal de monde qui me suit dans ce service. C'est un service payant, mais c'est quand même un service où moi je tiens à ce que vous ayez les bonnes informations et c'est pas toujours gagnant. Là, on a eu raison et vous avez vu les courbes. Hein, je vous ai fait voir les petites courbes sur les portefeuilles. Hein. On n'a quasiment rien subi et ça, c'est hyper gratifiant. Mais je peux vous jurer que le moment de décision est très difficile à prendre. Et il se trouve que globalement, c'était la bonne décision. Et on va avoir le NFP et je vais vous le présenter de telle manière à ce que vous compreniez que là, ça va pas le faire.
Donc reprenons sur ce vendredi et la fameuse stat dont je vous parlais du NFP. Donc on est d'accord, on baisse fortement sur la création d'emplois. Les offres d'emploi sont plus satisfaites et on est dans une difficulté qui apparaît, qui est assez importante quand même, comme je vous le disais. On a d'autres éléments qui corroborent, hein, c'est le salaire horaire moyen, la hausse des salaires. La hausse des salaires est en train de ralentir, ce qui veut dire que il y a moins en moins de concurrence entre guillemets pour choper une compétence de droite et de gauche. Donc vous voyez, c'est les salaires horaires, c'est super important pour avoir une certaine tendance. Et puis, on a le taux de chômage ici, taux de chômage qui passe de 4,1 à 4,3, donc il est lui aussi haussier. Et regardez bien, hein, on parlait de production manufacturière qui s'effondre, regardez bien, enfin de ISM, elle est déjà en train de s'effondrer. C'est la seule stat non chômage que je vais vous parler, mais elle a une conséquence, c'est que regardez, commande à l'industrie, bam, moins 3%, prévu moins 2,7, on est à moins 0,5. L'industrie américaine est en train de flancher de manière peut-être partielle, mais les taux d'intérêt commencent à faire leur œuvre. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire très attention à la suite des événements sur le sujet. Et c'est comme ça qu'on arrive au week-end où il se passe rien de particulier, si ce n'est que pendant ce temps-là, il y a des Japonais qui se disent oh là là, on est très exposé sur le marché américain de manière globale, hein, sur la dette, etc. Le marché japonais est aussi très dépendant, je dirais, économiquement du marché américain. Donc voilà, les Japonais sont un des pays les plus imbriqués avec les États-Unis dans le monde. Et il se trouve que il y a un décrochage très très violent dans la nuit de du lundi 5 août qui se met en place. Alors moi j'ai vu des trucs là qui ont été racontés sur des histoires de carry trade, etc. Ok, vous comprenez rien, et ben rassurez-vous, continuez à rien comprendre, ça sert à rien. Enfin moi je vis très bien en comprenant pas tout ce qui se passe. Je vous le dis quand même, la bourse, les marchés financiers, la finance, c'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un financier qui connaît toute la finance. Pas un au monde. Et d'ailleurs, je vous prends rendez-vous aujourd'hui sur la chaîne. Je ferai une émission sur la partie débuter en bourse, la partie éducative de la chaîne. Je ferai une émission sur le cercle de compétences. Et le cercle de compétences qu'on voit ici, hein, j'ai gardé le logo exprès. C'est un cercle. Alors, on va dire, quand on me l'a fabriqué, j'ai demandé à ce qu'il soit pas trop grand parce que je veux qu'il soit petit pour exprimer beaucoup de choses. On peut mettre qu'un taureau dedans. Il n'y a pas la place pour l'ours, par exemple. Et toutes ces histoires-là de cercle de compétences, c'est quelque chose d'hyper important dans la construction de votre éducation financière parce que vous ne pourrez pas tout maîtriser et il faut se concentrer sur une partie de la finance et ne pas aller barboter partout. Et j'ai envie de vous dire, tous ceux qui vous ont expliqué que le Japon ceci, et je vais vous dire, hein, c'est des mecs super intelligents, hein, parce que si ça se trouve ils ont raison et tout ça, mais je m'en tape quoi, je m'en fous. J'ai vu le décrochage des Japonais, j'ai vu que j'ai compris que ça s'était imbriqué par rapport à ce que j'avais vu sur les marchés américains dont on est très dépendant en Europe quand même, donc moi ça m'intéresse parce que moi je suis spécialisé Europe, mon cercle de compétences. Japon un petit peu, pas beaucoup, mais j'ai compris que le Japon décrochait très très fort et ça m'a conforté dans le choix que j'avais fait et qui n'était pas du tout dû au Japon et j'ai constaté le Japon. Donc tout le monde s'est mis à etc. et tout et à commenter. Ce qui est génial, c'est que les commentateurs c'était des professionnels, c'était des journalistes. Maintenant c'est les gars du bistrot du coin quoi. Catastrophique, qui s'y connaissent pas. Il y a des mecs qui sont très forts. Ouais, faut acheter, ouais, n'importe quoi. Ouais, ok. T'achètes, mais c'est quoi ton unité de temps? C'est quoi ton environnement de trading? C'est quel actif que tu es en train de faire? Enfin, c'est ça qui est important. Moi, sur les actions européennes dont j'ai pris la décision de quitter le marché sur le marché européen, mid, small, je vous le dis quand même, hein, pour l'instant, au moment où je vous parle, hein, j'ai entre vendre et ne pas vendre, puisque j'ai des indicateurs et j'ai mis en place des outils. Enfin, moi, j'ai des outils dans tous les sens. Hein. Mais j'ai mis en place des indicateurs qui me disent, si tu n'avais pas vendu, tu aurais pris moins 10. Alors ça rebondit un petit peu là, mais moins 10. J'ai pas pris moins 10. Je les ai pas pris. J'ai 7 ou 8%, ouais c'est 8%. 8% d'écart entre ne pas agir et agir. Je trouve que 8% c'est tellement dur à prendre sur Global Portefeuille. Hein, Global Portefeuille. Je trouve que c'est tellement difficile que voilà, moi j'estime que faut pas regretter ce que j'ai fait. Il y a eu un rebond technique qui est en train de se mettre en place et il a eu lieu aussi grâce à un événement qui va nous corroborer, et on terminera sur cette partie d'explication longue, sur cette histoire, j'espère qu'il vous éduque énormément. J'ai constaté que mon analyse sur pourquoi et quoi fait bouger les marchés et fera bouger les marchés dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, j'ai vite compris que j'avais raison sur la raison
de la chute des marchés américaines, européennes, puisqu'on l'a eu aussi, et japonaises. Et ça, c'est ça le plus important. Le Japon, je vous le dis quand même, on s'en tape. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fait que ça a déclenché et qu'est-ce que la macro va considérer et qu'est-ce que les marchés vont considérer dans le futur. Et bien là, dans la semaine qui suit, je vais vous faire voir ça tout de suite. Allez, on va se promener dans la semaine qui vient. Et qu'est-ce qui se passe le jeudi? Comme tous les jeudis, nous avons l'inscription hebdomadaire au chômage qui se profile à nous, avec la stat aussi qui est à côté, qui est les bénéficiaires de l'allocation chômage. Et ça baisse pas vraiment. Je rappelle que c'est une anticipation, le chiffre dont on a parlé. Là, c'est les chiffres spot. Et les chiffres spot sont pas spécialement mauvais, sont même plutôt bons, avec peu d'inscriptions hebdomadaires au chômage. Bon. On va pas tirer de conclusion trop rapide. Je dis bien que c'était des anticipations, etc. Donc déjà là, ceux qui m'ont parlé de l'ouragan, ça a disparu. Bon bref, ils racontent ce qu'ils veulent, toujours dans le sens qui les intéresse pour faire les gens intelligents. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ouragan, il a rien fait du tout. Et lui, par contre, c'est du concret. Mais ce qu'on va aller voir, et vous allez voir que c'est ça qui est super intéressant, c'est la réaction du marché à 14h30 jeudi 8 pour voir comment le marché a réagi. Et là, vous allez voir que oui, c'est le chômage qu'il faut regarder dans le futur. Allez, on regarde ça tout de suite. Bon, je rappelle que nous étions ici, ça décroche à cause de la fameuse statistique dont on parle. Le lundi, c'est nos Japonais qui envoient les marchés au plus bas, ça rebondit assez fort, ça fait Globi-Boulga, ça rebaisse ici. Bon bref, c'est Globi-Boulga, c'est pas du tout haussier ça. Et qu'est-ce qui se passe le 8 à 14h, enfin la bougie de 14h à 15h, accélération de 18 000, on remonte à 18 500, on reprend 3% en ligne droite suite à la stat sur le chômage. Donc c'est maintenant qu'on soit très clair. Et c'est ça que je voulais vous apprendre aujourd'hui. C'est vous venez d'avoir un cours, non pas d'économie, il y en a un peu, mais de réaction des marchés face à la macroéconomie. Et de qu'est-ce qui va faire que demain, je vais surveiller la statistique X ou la statistique Y, et pourquoi je vais le faire, vous avez tout dans cette vidéo-là. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, je vous souhaite tous un bon week-end, je vous souhaite tous des bonnes vacances, puisqu'on est au plein milieu de l'été. Et moi, je vais partir aussi en vacances. Je vous laisse des vidéos à votre disposition tout l'été. Vous verrez, ça va être très dense sur les pépites, sur plein de choses. Et puis, je vous retrouve à la rentrée pour reprendre nos hebdos, comme on sait les faire habituellement. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée. Je vous donne des vidéos ici à regarder. C'est le programme éducatif Débuter en bourse. Il est très regardé. Et vous avez des nouvelles vidéos qui s'incrémentent dedans régulièrement. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo aussi qui vous explique qui je suis, ce que je fais, d'où je viens et ce que je propose. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et une bonne fin d'été à tous. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.